Na França, o ano começa para valer em setembro, quando a nação inteira, bronzeada das férias de verão, religa as turbinas a todo vapor. Esse ano novo começa com uma disputa política acirrada, porque dentro de 8 meses o país vai escolher o novo presidente da República. Uma batalha difícil que vai determinar as mudanças de rumo na turbulência dos próximos anos, na França, na Europa e no mundo. No centro dessa disputa acirrada, os franceses se deparam com uma espécie de espelho que rouba a cena do debate costumeiro sobre crescimento e emprego, produção e consumo, investimento e bem-estar social, a tradicional alternância no poder entre centro-direita e centro-esquerda. A sociedade olha para si mesma nessa volta das férias como um corpo em busca de uma identidade. Não é certamente mais o que era, mas não entende as razões dessa metamorfose que se acelera. A sociedade francesa está em crise existencial. Juste une période de transition, voilà, pendant laquelle la France, la conscience française, la conscience de soi de la France, met du temps à se caler sur la nouvelle réalité et à accepter. C'est un problème d'acceptation collective. On doit, nous, Français, on a besoin de peut-être de quelques années, voire de quelques décennies pour assumer, accepter et voir la richesse de ce nouveau pays qu'on est devenu. Voilà. Nesse verão, uma nova peça de roupa introduzida nas coleções das grandes grifes multinacionais que estão faturando bilhões de euros por ano com o crescente comércio da moda muçulmana, encarnou o símbolo dessa crise identitária. Trata-se de uma túnica, o djellaba, vestida sobre calças em microfibra, acompanhada de uma touca e de um hijab, o véu que deixa o rosto aparente. Flexível, de secagem rápida ao sol, o burkini foi um alívio para as mulheres a quem as delícias de um mergulho no mar era até então proibido. Na França, acabou sendo um pesadelo para elas. Os franceses não haviam se recuperado do trauma dos atentados de loucos cooptados pelo chamado Estado Islâmico, que neste mesmo verão esmagaram 300 de pessoas em Nice sob as rodas de um caminhão. E degolaram um padre católico em sua igreja numa comuna na região de Rouen. O burkini das mulheres muçulmanas foi a gota d'água. Voltaram-se contra ele como um símbolo do diabo. 31 comunas do litoral francês interditaram o seu uso nas praias. Policiais desceram até a areia para obrigar mulheres a se despir. Depois de 70 anos de reinado do biquíni, que foi gradativamente reduzindo a área de cobertura do corpo das mulheres, o pesado burkini virou um atentado à moral e aos bons costumes. Virou assunto de Estado. E foi preciso que juízes da mais alta jurisdição administrativa da França se pronunciassem em favor do é proibido proibir, para que a paz voltasse à Costa Azul do hexágono francês. E dans le respect des libertés fondamentales des uns et des autres. A polêmica do burkini é apenas um sintoma mundano de um problema maior que aflige os franceses em busca de identificação, às voltas com um caldeirão de questões que permanecem sem respostas na Europa. Resultados medíocres de crescimento, precarização do trabalho e dos serviços sociais, desemprego, afluxo de milhões de refugiados da guerra e da fome. E a violência aterrorizante dos atentados praticados por filhos da nação, trazendo à tona o medo do outro, do diferente que é familiar, um amigo que se torna inimigo. Hoje, ele se chama Islã. C'est normal que les gens aient peur dans des cycles historiques. Nous sommes rentrés dans un cycle historique où l'Europe doit trouver une nouvelle place. Mais il faut simplement l'expliquer, prendre du temps pour le faire. Les historiens ont leur petite mission là-dedans, les politiques ont une très grosse mission, les économistes en ont une aussi. Pascal Blanchard é historiador, fundador e co-diretor do ACHAC, o grupo de pesquisas sobre colonização, imigração e pós-colonialismo do Centro Nacional de Pesquisas Científicas.
Selon vous, la crise identitaire française n'est pas un constat nouveau. Il vient même de 2005, quand vous avez publié Les fractures coloniales, au temps des émeutes des banlieues françaises. Est-ce qu'on peut considérer que nous sommes en face d'une évolution de cette crise identitaire, d'une vraie évolution de cette crise identitaire en France? Oui, à deux niveaux. D'abord, elle est devenue extrêmement visible dans la société. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, nous posions une grille de lecture qui en fait était très présente dans les quartiers populaires. On était à la veille des émeutes et des révoltes dans les quartiers populaires d'octobre-novembre 2005. Donc là, d'un seul coup, elle est devenue visible parce que des gens se sont révoltés, donc ça donnait du sens à ce qui était, à travers cette fracture coloniale en gestation dans les quartiers populaires. Et puis, il y avait ce discours sur la colonisation en France qui rémanait. Les gens commençaient à en parler, beaucoup de livres commençaient à sortir. On sentait que la question coloniale et que la question sociale dans les quartiers populaires commençait à faire débat dans la société française. Mais tout ça touchait, je dirais, d'une manière assez feutrée la vie politique française. Vous avez maintenant une force électorale qui correspond à ce désir, cette volonté, cette peur, cette xénophobie à l'encontre d'une partie de la population. Deuxièmement, tous les partis politiques se sont mis à parler d'identité. Ça, c'est Nicolas Sarkozy qui, en arrivant au pouvoir, a lancé le débat sur l'identité nationale. Et puis, troisième niveau qui est essentiel, le débat sur l'islam. Il y a 10 ans, il était déjà présent dans la société française, mais il y a 20 ans, il était déjà aussi présent. Mais il ne polarisait pas 100% de l'attention sur les peurs sociales, sur les peurs politiques, sur les peurs identitaires, sur la haine de l'autre. Si vous préférez, il y a encore 10 ans, l'autre étranger globalement faisait peur, ça pouvait être le Rome, l'Arabe, l'Africain, l'étranger en tant que tel. Aujourd'hui, tout se concentre sur le musulman. Estamos em Belleville, a nordeste de Paris, bairro fortemente marcado pela presença muçulmana. Lojas de preços acessíveis oferecem uma variedade de produtos próprios para o consumo dos habitantes da região. A austeridade da moda muçulmana está à venda em dezenas de boutiques. Em tese, este é um comércio que deveria estar em declínio. A proibição a todos os alunos das escolas francesas de portarem signos religiosos, de acordo com a lei de 2005, somada à interdição definitiva do uso do véu integral que cobre o rosto das mulheres em 2010, deveria encorajar a nova geração a aderir ao conforto da moda ocidental, sobretudo porque vivem, estudam e trabalham num país laico, como a França. Mas é exatamente o contrário que parece estar acontecendo. Kainá e Amélie são colegas de sala no ginásio. Conversar com elas é uma surpresa, uma revelação sobre os impasses das relações em conflito na França de hoje. Vous ne portez pas la voile. C'était une option à vous ou de votre famille? Comment? Je voulais comprendre pourquoi. Moi, c'est vrai que c'est pas. Moi, je suis de confession musulmane, ma famille l'est aussi. Et c'est vrai que ma famille aussi, moi, je sais, ma mère, mon père, ils sont pas trop d'accord pour que je le porte maintenant, le voile. Mais sinon, moi, c'est ça. Moi, j'aimerais bien. Pourquoi vous avez fait ces choix? Alors, le voile, déjà, avant même de savoir à quoi il servait, avant même de savoir qu'il était obligatoire dans la religion islamique, j'aimais bien ce vêtement. Déjà, j'étais déjà attirée par ce vêtement. Après, quand j'ai fait c'est pas vraiment des études, j'ai fait des recherches et j'avais vu qu'en fait, le voile, c'était une forme de protection pour la femme. Ça m'empêchait de m'exhiber devant tous les gens, de montrer mes parties du corps, par exemple, s'habiller large, etc. C'est un peu se faire discrète, en fait. C'est se faire discrète, se faire un peu oublier, ne pas se montrer devant tout le monde. Dans quel stage pensez-vous que se trouve cette relation avec la crise identitaire en France maintenant? Aujourd'hui, en France, l'islam est devenu probablement le principal sujet sociétal. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas de semaine sans que la question de l'identité française soit soulevée à propos de l'islam. Quand la France se pose des questions sur elle-même dans un climat de grands conflits collectifs, de grands débats d'idées un petit peu hystériques, ça veut dire qu'on est en forme.
Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est dans la grande tradition française du débat, c'est vrai. de l'opposition, etc. Quand on parle de la crise identitaire en France, est-ce qu'elle ne concerne que l'islam ou il y a des autres éléments qu'il faut considérer? Je dirais que la France est en crise parce qu'elle a conscience qu'elle n'est plus à la hauteur de ses propres valeurs. Liberté, égalité, fraternité. C'est vrai, c'est un peu, je dirais, sur la liberté, j'ai l'impression que ça va encore à peu près. Hein. C'est-à-dire, il me semble qu'on reste un pays de liberté de conscience, etc. D'ailleurs, c'est cette liberté d'expression qui a été attaquée par le terrorisme islamiste. Mais pour l'égalité et pour la fraternité, ça ne va pas bien du tout. On sait, par exemple, on a vu du côté de l'école que lors du dernier classement international, le classement PISA, on était très très mal classé, c'est-à-dire qu'on a une école qui fabrique de l'inégalité. Em Nation, fica o bistrô de Fatia, de origem argelina como elas, mas de uma geração mais velha. Fatia é o reverso da moeda onde se encontram Kainá e Amélia. Est-ce que tu trouves qu'il y en a un préjugé contre l'islam en France aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le problème, c'est que aujourd'hui, il y a des gens qui font de l'islam une secte avec des idées bien arrêtées. Sur la femme doit être voilée, interdiction de sortir, interdiction de s'habiller comme elle a envie. Ça, c'est pas l'islam, ça c'est pas. Quand on est en France et qu'on veut pratiquer une religion, la religion c'est personnel, ça reste chez soi. Moi, quand je vais dans ma famille, eh ben voilà, il y a encore des traditions chez nous, mais il n'y a pas d'interdiction. Donc on n'a jamais été insulté, on n'a jamais été menacé, on n'a jamais été mis à part parce qu'on pratiquait l'islam. Les femmes d'origine musulmane, arabe, dans sa majorité aujourd'hui, on parle de 2016 en France, est-ce qu'elles sont elles suivent un islam orthodoxe ou sont peut-être des femmes comme toi? Ça dépend des générations. Dans ma génération, moi j'ai 35 ans, et avec toutes mes amies, on en parle, on trouve ça triste, on trouve ça dommage. On vit un islam qui nous appartient à soi, on a des croyances qui restent personnelles, on a notre façon de vivre, on a envie de vivre dans un pays qu'on aime parce qu'on y est né, dans cette ville, dans ce pays. On vit à Paris, on n'embête personne, on ne veut juste pas être embêté. Et maintenant, il y a la génération qui arrive, la jeune génération, qui elle est en quête d'identité, qui est en quête d'image. Internet va donner des images et machin et tout, donc ils se cherchent là-dedans et ils vont se trouver là-dedans. Beaucoup de jeunes vont porter le voile parce qu'elles font partie d'une famille, d'une famille d'amis, je veux dire, hein, d'un groupe. La génération jeune, elle part plutôt dans un islam plutôt dur. Moi, ça m'inspire rien de bon. Ça m'inspire rien de bon. Moi, j'ai froid dans le dos quand je vois des reportages de jeunes filles de 16 ans qui sont allées en Syrie. J'ai froid dans le dos. Elles ne se rendent pas compte. Quand j'ai un ami qui me disait que sa fille s'est totalement radicalisée. Elle a 19 ans. Tous les vendredis, elle va à la mosquée, elle met le voile intégral, tout ça. Moi, quand il me raconte ça, ça me fait peur. Je me dis, on va où? C'est effrayant. A França é o país cristão ocidental com o maior número de muçulmanos do mundo, entre 4 e 5 milhões, de uma população de quase 70 milhões de habitantes. Abdennour Pierre Bidar é filósofo, é um dos 41 signatários de um manifesto de intelectuais publicado nos jornais franceses, chamando a atenção do governo para a urgência de um diálogo com os iluministas do mundo muçulmano francês. Il y a deux choses qu'il faut distinguer dans un premier temps. Il y a d'abord ce qui se passe du côté de la Syrie, de l'Irak et de toute la zone limitrophe qui est complètement déstabilisée par le fait qu'on a au cœur de cette zone Syrie-Irak ce monstre qu'on appelle Daesh qui se prétend être un État islamique et qui, à mon sens, usurpe le titre d'État et qui usurpe le titre le qualificatif d'islamique. Et puis il y a l'état général du monde musulman aujourd'hui qui est, comme je le dis dans la lettre ouverte au monde musulman, en crise profonde. En crise profonde, pourquoi? Parce que c'est d'abord un monde musulman dans lequel, à l'exception de la Tunisie,
il n'y a aucune démocratie. Uma sondagem realizada neste ano pelo mais conhecido instituto de pesquisa francês, o Ipsos, revelou que 70% dos entrevistados, chamados franceses de souche, ou seja, aqueles que não têm uma ascendência estrangeira imediata e não fazem parte da imigração recente, disseram que antes a vida era bem melhor, que hoje se baseiam nos valores do passado para seguir vivendo e que não se sentem mais em casa no seu país. C'est-à-dire que la France d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la France de Alain Delon, de Brigitte Bardot et de Jean Gabin. Oui. Hein, et ça, c'est en l'espace de quelques décennies. Cette image qui existe dans le monde n'existe plus. Voilà, et qui est inscrite dans notre imaginaire collectif très fortement et qui est complètement déstabilisée par le fait qu'aujourd'hui, le musulman, parce que ça se cristallise autour de l'islam, où l'homme de couleur, il n'est pas loin sur son continent, dans une autre société, dans une autre civilisation, il est là tous les jours. C'est mon voisin de palier, c'est mon collègue de bureau, c'est le type avec qui je joue au foot dans le même club, c'est le type avec qui je m'engage, ça va être mon médecin, ça va être etc., etc. Estamos em nossa casa, diz o slogan da campanha de Marine Le Pen, da Frente Nacional, que acaba de relançar sua candidatura à corrida presidencial num pequeno vilarejo a nordeste da França, onde 9 entre 10 habitantes votam nela. Vous le savez, ce référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, je le ferai en France, parce que vous avez le droit à la parole dans votre pays. Declaradamente contra a Europa, contra o euro, contra os imigrantes, Le Pen vai sendo favorecida pelo milagre da multiplicação dos votos de Brachet. Se as eleições fossem hoje, dizem os institutos de sondagem, ela chegaria ao segundo turno com 30% dos votos. Do outro lado do espectro político, com um discurso internacionalista, multiculturalista e ainda acreditando que pode consertar a União Europeia, o único candidato manifesto é Jean-Luc Mélenchon, do Partido da Esquerda, que hoje conta com 14% da preferência do eleitorado, acima, portanto, dos minguados 12% que votariam em François Hollande, caso ele de fato se candidate à reeleição. Uma constelação de candidatos às primárias tenta afinar seus discursos às expectativas do eleitorado de Le Pen para evitar que a França eleja o populismo nacionalista para o exercício de poder. Lidera esse esforço o ex-presidente Nicolas Sarkozy, um dos 7 candidatos do Partido Republicano. Sarkozy é contra, por exemplo, a oferecer uma opção aos alunos muçulmanos nas escolas quando houver carne de porco no cardápio do almoço, que eles não comem. Em suas aparições públicas, brande a bandeira da defesa dos valores da França, que, segundo ele, estão sendo desrespeitados em seu próprio território. Jamais je ne tolérerai le mépris avec lequel on traite les Français lorsqu'ils s'inquiètent pour leur sécurité, lorsqu'ils s'inquiètent pour la défense de nos valeurs, lorsqu'ils s'inquiètent pour le modèle qui est le nôtre. Jamais je n'accepterai qu'il puisse y avoir des débats interdits, ceux que l'on n'aurait pas le droit d'avoir, parce que ceux pour qui tout va bien préfèrent fermer les yeux sur la sécurité, sur l'assistanat, sur les charges, sur l'immigration, sur le communautarisme et sur l'identité de la France. O presidente François Hollande, numa recente conferência no Instituto Jean Jaurès sobre a democracia face ao terrorismo, falou explícito em entrelinhas que vai correr no páreo de 2017. Je ne laisserai pas, là encore, l'image de la France, le rayonnement de la France, l'influence de la France s'altérer lors des prochains mois ou des prochaines années. Estará à frente de um partido socialista rasgado pela rachadura incolável provocada por algumas medidas de seu governo, com a imposição de uma nova lei do trabalho e a possibilidade de supressão da nacionalidade para franceses de origem estrangeira.
Será o 5º candidato de socialistas de vários matizes, da esquerda à direita. E terá que enfrentar Emmanuel Macron, o candidato favorito dos mercados, que acaba de abandonar o Ministério da Economia e o próprio partido para liderar um novo movimento que ele chamou de Em Marcha. J'ai donc choisi de présenter ma démission. Je mesure la gravité de cette décision. Je l'ai longuement mûrie. Il eût été plus facile de rester dans le confort de Bercy. Mais je fais le choix de prendre mes responsabilités. O governo francês não atendeu aos nossos inúmeros pedidos de entrevista. Com a crise identitária no centro do debate político, todos disputam o poder de uma França que não pode mais voltar ao passado e ser o que já foi. A paisagem humana mudou radicalmente. Se coloriu, se misturou, e é justamente nesse grande trem de tantas culturas que floresce a possibilidade de um reencontro real com os valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Les gens ont besoin qu'on leur explique, parce que les intellectuels de gauche ont abandonné ce débat. Ils ont cru que c'était juste un débat de petits peuples, que la crise sociale expliquait tout. Pas du tout. Il faut expliquer aux gens pourquoi, quelque part, le processus qu'ils vivent aujourd'hui est un processus historique, et que la peur qui est en eux doit simplement être expliquée. Vous savez, quand les gens ont peur dans le noir, on leur explique qu'il ne faut pas avoir peur dans le noir. Si vous n'expliquez pas aux gens ce qui est en train de se passer aujourd'hui, si en tant qu'intellectuel de gauche vous refusez le combat, et ce qui s'est passé pendant très longtemps, si vous laissez, en fin de compte, les loups hurler, ben les loups ils hurlent.